Sous le volcan de Sangandi, deux chiffres se percutent et déplacent tout d'un coup sec. En quelques jours, la rumeur d'un gisement proche de 500 millions de carats fait passer le Burkina Faso d'un récit de pauvreté durable à une promesse de prospérité soudaine, tandis que reviennent les avertissements sur la malédiction des ressources, les rivalités du Sahel et les convoitises extérieures. Que signifie pour vous l'instant où Ibrahim Traoré doit trancher entre souveraineté assumée et dépendance déguisée face aux puissances étrangères, alors que chaque délai est commenté et chaque silence interprété? Derrière ces cristaux, une trajectoire nationale se rejoue maintenant. Ce qui se joue autour de Sangandi dépasse largement la découverte d'un gisement exceptionnel et spectaculaire. Comprendre cette séquence permet de saisir comment une richesse soudaine peut soit accélérer un développement longtemps contraint, soit fragiliser durablement un État déjà soumis à de fortes pressions sécuritaires, sociales et budgétaires. L'enjeu central est simple à formuler, mais complexe à maîtriser. Savoir si une ressource stratégique renforce réellement la souveraineté ou crée plus subtilement une nouvelle forme de dépendance. Dans ce moment précis, la promesse n'est pas seulement économique, elle est institutionnelle. Elle touche à la capacité du Burkina Faso à décider du rythme, des règles et des bénéficiaires de cette richesse potentielle. Chaque choix initial pèse davantage que les revenus espérés, car il conditionne la crédibilité future de l'État. Les expériences africaines passées montrent que l'erreur ne vient pas toujours d'un manque de ressources, mais de cadres mal définis, de temporalités mal maîtrisées et de mécanismes de contrôle insuffisants. Ici, la question n'est donc pas de prédire un résultat, mais de comprendre les mécanismes qui transforment une promesse géologique en stabilité ou en fracture durable. La donnée qui change tout est simple et lourde de conséquences. Les signaux détectés sous Sangandi indiquent une formation diamantifère continue estimée à près de 500 millions de carats. Cette estimation, issue de recoupements techniques et d'analyses géologiques, referme une première boucle de curiosité. La découverte n'est pas symbolique, elle est structurelle. Avant Sangandi, le Burkina Faso avançait avec une base économique étroite, faible industrialisation, dépendance à l'aide extérieure et marge budgétaire limitée dessinaient un horizon contraint. L'apparition d'un gisement de cette ampleur crée un delta brutal entre le point de départ et le potentiel projeté. En quelques jours, l'agenda national se déplace. Ce qui relevait hier de la survie budgétaire devient une réflexion sur la gestion d'une richesse stratégique avec toutes les tensions que cela implique. Dans les heures suivant les premières confirmations, l'État agit de manière inhabituelle. Des équipes administratives sont dépêchées autour du volcan afin de sécuriser le périmètre et de contenir la circulation de rumeurs. Cette réaction précoce, rare dans des zones longtemps périphériques, limite les ruées spontanées observées ailleurs lors d'annonces minières comparables. Les habitants décrivent un climat suspendu, mêlant attente, vigilance et prudence. Sur le plan international, le signal est immédiatement capté. Des cercles diplomatiques évoquent un possible basculement de l'équilibre sahélien. Des entreprises multinationales sollicitent des briefings. Les demandes d'informations affluent, le Burkina Faso devient presque du jour au lendemain un point focal géopolitique. C'est dans ce contexte densifié que le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît clairement. Il ne s'agit plus seulement de gérer une découverte géologique, mais d'absorber une onde de choc politique et institutionnel. Ainsi Sangandi n'ouvre pas seulement un gisement, il ouvre une séquence où chaque décision initiale, chaque délai et chaque cadre posé pèseront durablement sur la trajectoire nationale. Autour de Sangandi, les premiers effets ne sont ni financiers ni industriels. Ils sont humains et administratifs. Dans les villages proches du volcan, l'arrivée d'équipes de l'État crée une situation inhabituelle. Des représentants publics expliquent les mesures de protection, détaillent les restrictions temporaires et rappellent les risques liés aux mouvements non contrôlés autour du site. Pour des localités longtemps marginalisées, cette présence modifie immédiatement le rapport au centre. Un agent administratif, mobilisé dès les premiers jours, décrit une mission délicate. Informer sans promettre. Rassurer sans nourrir l'euphorie, les réunions improvisées, parfois sous des arbres ou dans des écoles, servent à transmettre un message simple. La découverte concerne la nation entière.
pas seulement le périmètre du volcan. Cette pédagogie précoce réduit la circulation de rumeurs et limite les comportements opportunistes observés ailleurs lors d'annonces d'Eldorado minier. Les habitants évoquent une atmosphère paradoxale. L'attente est forte, mais elle n'est pas chaotique. Certains parlent d'une reconnaissance institutionnelle nouvelle, le sentiment d'être enfin intégré à un processus national. D'autres restent prudents, conscients que des promesses similaires ont souvent nourri des frustrations durables sur le continent. Ces effets précoces agissent comme des signaux faibles mais structurants. Ils ne garantissent ni succès ni stabilité à long terme. Ils modifient cependant la dynamique initiale. En posant un cadre, dès les premiers jours, l'État transforme une découverte brute en séquence organisée. L'entrée dans l'histoire compte autant que la richesse elle-même. La question devient alors immédiate. Ce cadre précoce peut-il tenir lorsque la pression s'intensifie ? Tout s'active au moment précis où les géologues confirment que les signaux relevés sous Songandi ne sont ni des interférences ni des artefacts techniques. L'information circule d'abord dans des cercles restreints, puis remonte rapidement vers les institutions centrales. En quelques heures, le statut du site bascule. Sécurisation du périmètre, suspension des activités informelles et lancement d'évaluations croisées entre ingénieurs locaux et experts internationaux. Cette phase d'activation crée un choc interne. Elle impose un tempo nouveau. Elle place le pays dans une temporalité où chaque heure compte. Très vite, la tension monte. Les confirmations techniques s'accumulent, les images satellitaires sont partagées avec les autorités scientifiques et administratives, et l'ampleur exceptionnelle de la formation diamantifère se précise. Cette consolidation de l'information agit comme un amplificateur. Les ambassades sollicitent des briefings. Des multinationales prennent contact, certaines discrètement, d'autres de manière plus insistante. Les médias internationaux projettent déjà des scénarios contrastés, oscillant entre Eldorado et malédiction des ressources. À l'intérieur du pays, les attentes populaires s'intensifient, tandis que les oppositions politiques cherchent à s'emparer du sujet. C'est dans ce contexte de montée en pression que la posture d'Ibrahim Traoré devient déterminante. Là où l'urgence aurait pu justifier des annonces spectaculaires ou des engagements précipités, il impose une ligne claire et répétée. Pas de contrat immédiat, pas d'ouverture non contrôlée, pas de négociations parallèles. Une commission nationale est chargée d'examiner les implications économiques, sociales et environnementales avant toute décision. Ce choix ralentit volontairement le rythme, mais il évite une fragmentation précoce observée dans d'autres contextes africains comparables. La séquence atteint son pic lorsque les confirmations techniques convergent. L'ampleur du gisement est désormais admise comme crédible. À ce stade, la pression ne vient plus seulement de l'extérieur, elle devient interne. Les organisations de la société civile réclament des garanties contre la corruption. Les communautés locales demandent des engagements clairs sur les retombées futures. Les débats se polarisent autour de la vitesse d'exploitation et du contrôle réel de la ressource. Chaque silence est interprété. Chaque délai est commenté. La moindre rumeur circule rapidement. Puis viennent les premières répliques. Et dans les semaines suivantes, l'attention se déplace progressivement vers la redistribution potentielle, les risques environnementaux et la capacité des institutions à tenir la ligne annoncée. La découverte cesse d'être un événement purement technique. Elle devient une mécanique politique à part entière. Les discussions s'institutionnalisent, les rapports préliminaires sont attendus, les partenaires extérieurs comprennent que la pression directe ne produira pas d'effet immédiat. Dans cette phase, Ibrahim Traoré maintient une communication mesurée, volontairement dépourvue de promesses chiffrées. Cette constance ne fait pas disparaître les tensions, mais elle en modifie la nature. Le débat se déplace de l'euphorie vers la gouvernance. Songandi n'est plus seulement un choc. Il devient une épreuve de cohérence institutionnelle où la capacité à tenir un cadre importe autant que la richesse enfouie. La compréhension de Songandi change de nature lorsque le débat passe du récit à la quantification. Le Burkina Faso se retrouve face à un écart inédit entre son point de départ économique et le potentiel désormais évoqué. Autrement dit, le passage d'un baseline modeste à un delta massif crée une tension stratégique immédiate
qui oblige l'État à penser en termes de gouvernance avant même de penser en termes de revenus. À présent, 3 repères chiffrés structurent la discussion nationale et internationale. D'abord, il y a celui qui a déclenché l'onde de choc, près de 500 millions de carats. Cette estimation, issue des recoupements satellitaires et des analyses géologiques, place Songandi parmi les formations diamantifères les plus importantes évoquées dans la région sahélienne. Pour le Burkina Faso, un tel volume ne relève pas de l'exception marginale. Il transforme la ressource en actif stratégique, capable de modifier la position du pays dans les chaînes de valeur mondiales. Plus le volume est élevé, plus l'attraction exercée sur les acteurs extérieurs augmente et plus la pression sur les institutions nationales s'intensifie. Ensuite, un autre repère concerne les finances publiques. Des projections internes évoquent une multiplication par 10 des recettes nationales sur 5 ans si l'exploitation atteignait sa pleine capacité. Cette perspective nourrit un espoir puissant. Financer massivement l'éducation, la santé et les infrastructures, aujourd'hui contraintes par des marges budgétaires limitées. Mais une croissance aussi rapide comporte un risque politique majeur. Un afflux soudain de ressources peut fragiliser des institutions encore en consolidation, accentuer les luttes internes et accroître la vulnérabilité aux influences extérieures si les mécanismes de contrôle ne sont pas solidement établis dès le départ. Enfin, un dernier indicateur agit comme un contrepoids essentiel. Une réduction potentielle d'environ 40% de la biodiversité locale en cas d'exploitation intensive non maîtrisée. Les premiers rapports environnementaux soulignent la fragilité des écosystèmes autour de Songandi. Une dégradation de cette ampleur aurait des effets durables sur l'agriculture locale, les moyens de subsistance et l'équilibre social des communautés riveraines. Ce chiffre rappelle que chaque gain économique projeté comporte un coût écologique réel, souvent irréversible. Ces 3 indicateurs cessent rapidement d'être de simples données techniques, ils deviennent des repères politiques partagés. Dans l'espace public, ils circulent comme des symboles. Pour certains, ils incarnent une promesse de prospérité. Pour d'autres, ils matérialisent un risque de déséquilibre. Ils structurent les discours, nourrissent les débats et influencent la perception de l'action publique. Dans ce contexte, la ligne défendue par Ibrahim Traoré consiste à refuser une lecture isolée des chiffres. Le volume du gisement n'est pas présenté comme un trésor automatique, mais comme une responsabilité collective. Les recettes potentielles ne sont pas mises en avant sans évoquer les risques de dépendance. Les impacts écologiques ne sont pas relégués à l'arrière-plan. Cette approche transforme les chiffres en outils de décision plutôt qu'en instruments d'euphorie. La boucle de curiosité ouverte plus tôt se referme ici clairement. Ce ne sont pas les chiffres eux-mêmes qui décideront de l'avenir du Burkina Faso, mais la manière dont ils seront interprétés, hiérarchisés et encadrés. Désormais, 2 lectures s'affrontent autour de Songandi, chacune appuyée sur des arguments cohérents et des craintes légitimes. D'un côté, certains plaident pour une exploitation rapide, ses partisans partent d'un constat pragmatique. Le Burkina Faso fait face à des défis sécuritaires, sociaux et budgétaires immédiats. Dans cette perspective, une ressource estimée à près de 500 millions de carats représente une occasion historique de dégager rapidement des revenus, de renforcer l'action publique et de réduire la dépendance à l'aide extérieure. Attendre trop longtemps, selon eux, comporte un double risque. D'une part, laisser le champ libre aux puissances étrangères les plus pressantes. D'autre part, nourrir une frustration populaire si l'espoir suscité par la découverte ne se traduit pas rapidement par des résultats visibles. De l'autre, beaucoup défendent une prudence méthodique. Elle s'appuie sur de nombreux précédents africains où la précipitation a conduit à la corruption, à la capture des revenus par des acteurs privés et à l'affaiblissement durable des institutions. Dans ce cadre, l'ouverture rapide du secteur minier est perçue comme un facteur de vulnérabilité. Les capacités administratives et techniques du Burkina Faso restent limitées et une exploitation mal encadrée pourrait créer une dépendance structurelle aux multinationales. Cette thèse met également en avant les risques environnementaux
estimant qu'une exploitation accélérée accentuerait des dégâts écologiques déjà difficiles à réparer dans le contexte sahélien. L'enjeu n'est pas de disqualifier l'un ou l'autre camp, mais de mettre en lumière leurs angles morts respectifs. L'exploitation accélérée sous-estime les coûts institutionnels d'un afflux soudain de ressources et la difficulté de les absorber sans cadre solide. La prudence extrême, à l'inverse, minimise le poids des attentes sociales et le risque qu'un immobilisme prolongé érode la crédibilité politique. Entre ces deux pôles, Sangandi apparaît moins comme un choix binaire que comme un problème de séquençage. La question centrale n'est plus seulement aller vite ou attendre, mais comment avancer sans se fragiliser. Le véritable basculement de Sangandi ne tient ni aux chiffres, ni aux annonces, mais à un changement discret de rythme. Jusqu'ici, le Burkina Faso agissait souvent sous contrainte, réagissant à l'urgence sécuritaire ou budgétaire. Avec cette découverte, une fenêtre rare s'ouvre, celle où l'anticipation devient possible. Ce déplacement du tempo modifie la nature même du pouvoir décisionnel. Ce pivot est peu spectaculaire, mais profondément structurant. La création d'une commission nationale, la temporisation assumée et l'insistance sur des cadres préalables inversent une logique habituelle dans les contextes de ressources soudaines. L'État ne court plus derrière l'événement, il tente de le précéder. Cette inversion impose aux acteurs extérieurs, économiques comme diplomatiques, de s'ajuster aux règles nationales plutôt que de les dicter. C'est ici que la méthode d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. En refusant la précipitation, il transforme une pression immédiate en test de maturité institutionnelle. Le contrôle du rythme devient un instrument de souveraineté à part entière. Il ne garantit pas le succès, mais il réduit le risque de capture précoce de la décision publique. À partir de ce point, Sangandi cesse d'être seulement une promesse économique. Il devient un révélateur politique. La question n'est plus combien vaut le gisement, mais qui décide quand? Les effets potentiels de Sangandi deviennent réellement lisibles lorsqu'on les observe à travers 4 ensembles distincts, chacun exposé à des bénéfices possibles, mais aussi à des risques spécifiques. C'est à ce niveau que la découverte cesse d'être abstraite et commence à peser sur des trajectoires non concrètes. Du côté de l'État et des institutions nationales, l'enjeu central est de transformer des revenus potentiels en politiques publiques durables. Si le cadre de gouvernance tient, les ressources issues du gisement pourraient renforcer l'éducation, la santé et les infrastructures, aujourd'hui limitées par des marges budgétaires étroites. Mais l'inverse reste plausible. Une mauvaise séquence décisionnelle pourrait affaiblir les contre-pouvoirs, intensifier les luttes internes et rendre l'appareil étatique plus vulnérable aux pressions extérieures. Dans ce registre, la ligne défendue par Ibrahim Traoré vise précisément à éviter que l'institution ne soit dépassée par l'événement qu'elle cherche à encadrer. Du côté des entreprises et de l'économie nationale, Sangandi ouvre une opportunité de structuration rare. Les secteurs du transport, de la logistique, de la construction et des services techniques pourraient connaître une expansion rapide. Des acteurs locaux espèrent intégrer la chaîne de valeur minière, souvent dominée ailleurs par des multinationales. Toutefois, sans règles claires et applicables, le risque est que l'essentiel des bénéfices soit capté par des acteurs extérieurs, reléguant les entreprises nationales à des rôles secondaires. La transparence contractuelle annoncée devient ici un facteur décisif. Pour les populations et les individus, l'impact se joue sur un registre plus fragile. Les familles les projettent dans des améliorations concrètes. Accès aux soins, écoles mieux financées, emplois qualifiés pour les jeunes, ces attentes sont fortes mais conditionnelles. Toute dissonance entre discours public et retombées visibles pourrait raviver des frustrations profondes. La confiance naissante repose sur la cohérence entre décisions annoncées et effets réels dans la vie quotidienne. Enfin, sur le plan régional et géopolitique, Sangandi repositionne le Burkina Faso dans le Sahel. Un pays renforcé économiquement pourrait devenir un pôle d'influence et de stabilité relative. A l'inverse, une gestion défaillante ouvrirait des brèches aux ingérences extérieures et accentuerait les rivalités régionales. Les puissances étrangères observent attentivement chaque signal émis par Ouagadougou. À travers ces 4 cercles, une constante se dégage. La richesse de Sangandi ne produira d'effet positif que si elle est traduite en choix lisibles, séquencés et crédibles. C'est dans cette articulation que se jouera l'issue réelle de la découverte.
À court et moyen terme, l'évolution de Sangandi peut suivre 3 trajectoires distinctes. Aucune n'est écrite d'avance. Toutes dépendent des décisions prises dans les prochains mois et de la capacité des institutions à maintenir un cadre cohérent face aux pressions cumulées. Le premier scénario, dit de base, repose sur une ouverture contrôlée. L'État maintient une ligne de prudence active. Les discussions avec des partenaires extérieurs sont engagées de manière ciblée, sous supervision institutionnelle stricte. Les études techniques progressent, quelques investissements préparatoires sont lancés et les infrastructures commencent à se structurer progressivement. Les attentes populaires restent élevées, mais elles sont partiellement contenues par une communication mesurée. Ce scénario n'apporte pas de transformation spectaculaire immédiate, mais il stabilise la situation. Il exige une discipline administrative constante et une capacité à expliquer les délais sans perdre la confiance publique. Le scénario optimiste suppose un renforcement rapide de la gouvernance. Les principes de transparence annoncés se traduisent par des mécanismes effectifs, publication des cadres contractuels, audits réguliers, implication visible de la société civile. Les partenaires sont sélectionnés selon des critères stricts, incluant le transfert de compétences et le maintien d'un contrôle national sur les décisions clés. Les premières retombées sociales deviennent perceptibles, même modestes, renforçant la crédibilité de l'action publique. Dans cette trajectoire, la méthode d'Ibrahim Traoré transforme la découverte en levier de consolidation institutionnelle au-delà de la seule dimension économique. Le scénario défavorable repose sur un désalignement progressif. Les négociations s'enlisent ou se fragmentent. Les attentes sociales augmentent plus vite que les résultats de nos visibles. Des tensions internes émergent autour de la redistribution future, tandis que des acteurs extérieurs cherchent à exploiter les divisions. L'exploitation reste limitée, les bénéfices tardent à se matérialiser et la déception nourrit un climat d'instabilité politique et sociale. Ces 3 trajectoires rappellent une réalité centrale. Le risque majeur ne réside pas dans le gisement lui-même, mais dans l'écart entre promesses, rythme décisionnel et capacité réelle. La question stratégique devient alors claire. Comment maintenir l'alignement entre souveraineté affichée, contraintes techniques et attentes collectives dans les 12 prochains mois ? Au-delà des scénarios institutionnels et des projections macroéconomiques, Sangandi commence déjà à s'inscrire dans la vie quotidienne, là où se mesure la crédibilité réelle des décisions publiques. 3 angles permettent de comprendre comment cette découverte façonne des attentes concrètes, parfois silencieuses, mais profondes. Pour les familles, l'enjeu est immédiat et pragmatique. Beaucoup associent la richesse potentielle à des améliorations tangibles. Écoles mieux équipées, centres de santé accessibles, routes praticables toute l'année. Ces attentes ne relèvent pas de l'abstraction, elles traduisent des manques anciens, souvent vécus comme structurels. Mais cette projection reste conditionnelle. Les ménages ont vu ailleurs des promesses minières ne jamais se transformer en services publics durables. Leur confiance dépendra donc de signaux visibles, même modestes, qui montrent que la découverte ne reste pas confinée au discours. Pour les jeunes générations, majoritaires dans la population, Sangandi incarne une possibilité de rupture. Emploi technique, formation spécialisée, opportunités entrepreneuriales. L'imaginaire est puissant, pourtant cet espoir demeure fragile. Si l'accès aux opportunités est perçu comme opaque ou capté par des acteurs extérieurs, la déception pourrait être rapide et durable. L'enjeu n'est pas seulement de créer des emplois, mais de rendre lisible le chemin qui y mène. Enfin, dans la relation entre citoyens et État, une dynamique nouvelle apparaît. Les missions d'information locales et le discours de transparence ont créé un sentiment inédit d'association au processus décisionnel. Cette reconnaissance reste précaire. Elle peut renforcer la cohésion sociale si les engagements se confirment. A l'inverse, un décalage prolongé entre parole et action risquerait d'éroder cette confiance naissante. Sangandi ne se jugera pas seulement à l'échelle des chiffres, mais dans ses expériences ordinaires où se joue l'adhésion collective. Pour que Sangandi devienne une richesse nationale durable, la gestion doit s'inscrire dans une feuille de route lisible, séquencée et vérifiable. Le défi n'est pas d'extraire vite, mais d'organiser juste. C'est dans cet esprit que s'articule la méthode portée par Ibrahim Traoré, centrée sur le cadre avant le rendement. D'abord,
il s'agit de verrouiller la gouvernance. La Commission nationale doit être consolidée avec des experts indépendants, des représentants locaux et des mécanismes de contrôle clairs. Sa mission est d'évaluer, publier et arbitrer selon des critères transparents. Le signal recherché est simple. Aucune décision ne se prend hors cadre. Ensuite, il faut poser des normes environnementales contraignantes, des études d'impact rigoureuses, des seuils d'exploitation explicites et un suivi continu doivent précéder toute ouverture. Dans un écosystème sahélien fragile, prévenir coûte moins que réparer. La crédibilité du processus dépend de cette anticipation. Puis, il convient de conditionner les partenariats. L'ouverture aux acteurs extérieurs peut être utile, mais sous clause stricte, transparence contractuelle, audit régulier, obligation de transfert de compétences et maintien d'un contrôle national sur les décisions clés. L'objectif est d'éviter la capture de valeur et de favoriser l'intégration d'acteurs locaux. Après cela, il devient essentiel de programmer l'usage des revenus. Avant même leur perception, des priorités doivent être fixées et communiquées. Éducation, santé, infrastructure, développement local. Chaque allocation doit être traçable, mesurée et rendue publique pour maintenir la confiance. Enfin, il est important de institutionnaliser le dialogue citoyen. Des consultations régulières, accessibles et documentées permettent d'ajuster le cap et de désamorcer les tensions. La méthode d'Ibrahim Traoré vise ainsi à transformer une promesse minière en contrat social progressif. Cette feuille de route n'accélère pas l'histoire, elle la rend tenable. Lorsque l'agitation médiatique s'apaise et que les chiffres cessent de circuler en boucle, il reste une image plus discrète, celle d'un pays placé devant un choix rare. Songandi n'est pas seulement un gisement enfoui sous un volcan, c'est un miroir tendu au Burkina Faso, révélant sa capacité à transformer un choc extérieur en trajectoire collective maîtrisée. Dans les villages évoqués au début, l'attente demeure. Elle est plus calme, mais toujours présente. Les réunions sous les arbres, les explications administratives et les silences prudents ont laissé une trace, le sentiment que quelque chose d'important se joue, au-delà des promesses immédiates. Cette mémoire locale devient un rappel constant de ce qui est en jeu. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans la durée, non comme garant d'une richesse matérielle, mais comme porteur d'un cap. La patience qu'il impose n'est pas une fuite, elle est une tentative de rompre avec des cycles connus, où la précipitation a souvent conduit à la désillusion. Tenir le cadre devient alors un acte politique à part entière. Au fond, la question n'est plus de savoir combien vaut Songandi. Elle est de savoir si le Burkina Faso peut convertir une promesse soudaine en stabilité partagée sans se fragmenter en chemin. Ce choix, silencieux mais décisif, pèsera longtemps après que les projecteurs se seront éteints. Songandi referme ainsi une boucle sans apporter de réponse définitive. La découverte a ouvert un débat qui dépasse les cercles experts et concerne l'ensemble de la société. Elle interroge la manière dont un pays choisit de se gouverner face à une promesse soudaine, sous le regard attentif d'acteurs extérieurs et sous la pression d'attentes internes légitimes. À ce stade, il ne s'agit pas d'adhérer à un optimisme naïf, ni de céder à un pessimisme réflexe. Il s'agit de rester attentif aux signaux faibles, la cohérence entre discours et décision, la capacité à tenir un cadre dans le temps, la place réellement accordée aux citoyens dans le processus. Ces éléments, souvent moins visibles que les chiffres, détermineront pourtant l'impact réel de Songandi. La trajectoire qui se dessine dépendra autant des choix institutionnels que de la vigilance collective. Observateurs, citoyens, acteurs économiques et partenaires internationaux participent tous, à leur manière, à cet équilibre fragile. La question ouverte demeure donc simple et exigeante. Face à Songandi, quelle forme de souveraineté le Burkina Faso choisira-t-il de construire ? Et à quel rythme acceptera-t-il de la défendre dans la durée ?